Salut à tous, c'est Elna. Sur Relève de Vengeance, on raconte des histoires qui vous laissent sans voix. Si c'est pour ça que vous êtes là, abonnez-vous, et c'est parti. La salle de bal devint silencieuse. 240 invités, donateurs, collègues médecins, amis du club privé, fixaient notre table. Mon père, Dr Marc Rivière, chirurgien cardiaque et grand philanthrope, venait d'annoncer qu'il avait vendu ma maison pour financer le centre de retraite bien-être de ma sœur Vanessa. Il avait fait cette annonce pendant le toast du gala annuel de sa fondation. Parce que m'humilier en public était son sport préféré. Je portais une robe à 15 € achetée dans un magasin bon marché. Vanessa portait Valentino. Ça résume parfaitement la dynamique familiale. Catherine travaille dans... Ma mère, Patricia, marqua une pause théâtrale. La gestion des installations à l'université. Elle n'a pas besoin d'une grande maison. Un rire poli parcourut la salle. Ce qu'elle voulait dire, c'était « Ma fille a 31 ans et nettoie des toilettes pour vivre, pendant que sa sœur est influenceuse et coach de vie. » Ce qu'ils ignoraient, c'est que gestion des installations signifiait en réalité que j'étais directrice adjointe des infrastructures de recherche au centre médical de Saint-Martin. Je contrôlais l'accès à 63 laboratoires de recherche, je gérais la conformité de 47 millions d'euros de subventions publiques et je détenais les autorisations administratives pour chaque étude clinique approuvée par les autorités sanitaires et menée par les anciens collègues de mon père. Quand on veut lancer un essai clinique, on ne passe pas par le doyen. On passe par moi. Mais j'avais appris très tôt qu'essayer de corriger mes parents ne faisait qu'empirer les choses. À 16 ans, quand j'ai remporté le concours national de sciences, mon père avait dit Vanessa aurait gagné si elle avait participé. À 23 ans, quand j'ai acheté ma maison avec mon propre argent, il avait dit « Ton salaire doit être une erreur ». Alors j'ai arrêté de corriger. J'ai commencé à documenter. L'avocat de la famille, maître Malcolm Chen, était toujours debout. Il avait 67 ans, méticuleux, et gérait les finances de mes parents depuis 2 décennies. C'était aussi lui qui avait rédigé leur fiducie irrévocable en 2018, quand mon père avait eu une frayeur liée au cancer et s'était soudain inquiété des droits de succession. Docteur Rivière, dit Malcolm prudemment, la maison située au 2847 rue des Frênes est enregistrée au nom de Catherine. On ne peut pas vendre un bien qu'on ne possède pas. Le visage de mon père devint d'un rouge sombre, celui qui précédait généralement ses colères. Nous lui avons donné l'apport initial. Cette maison est de l'argent familial. Vous m'avez donné 12 000 € il y a 9 ans, dis-je calmement. J'ai payé 340 000 € pour cette maison. J'ai réglé chaque mensualité du prêt, chaque taxe foncière, chaque réparation. La maison vaut maintenant 680 000 €, parce que je l'ai rénovée moi-même. Grâce à nos relations, siffla ma mère. Un collègue de ton père t'a recommandé l'entrepreneur. Je ne mentionnais pas que cet entrepreneur avait tenté de me surfacturer de 40%. Ni que j'avais appris la plomberie et l'électricité sur Internet pour économiser de l'argent. Je ne mentionnais pas non plus les 100 autres façons dont il m'avait saboté tout en prétendant m'aider. Vanessa, 28 ans, sans emploi et vivant dans leur maison d'invités, finit par parler. Kat, ne sois pas égoïste. Mon centre de bien-être aidera des milliers de femmes. Ta petite maison ne sert à rien. Tu vis dans ma maison, Vanessa. Sans payer de loyer depuis 14 mois. La foule murmura. Les sourcils de Malcolm se levèrent. Par service pour toi, claqua ma mère. Il fallait bien que quelqu'un l'occupe pendant que tu travaillais ces horaires affreux. Et maintenant tu te montres ingrate. Madame Rivière, intervint Malcolm. Il leva un dossier en cuir. Je dois clarifier quelque chose. La fiducie familiale Rivière, créée en 2018 pour protéger vos actifs des droits de succession, désigne Catherine comme unique administratrice avec autorité discrétionnaire complète sur tous les actifs du fonds. Cela inclut la propriété de Palo Alto, les revenus de la vente du cabinet médical et les comptes d'investissement. La valeur actuelle du fonds est de 3,2 millions d'euros. Mon père arracha le dossier. Ses mains tremblaient pendant qu'il lisait. Je regardais son visage passer de la confusion à la colère, puis à une horreur naissante. C'est faux, dit-il. Nous n'aurions jamais. Marc Junior devait. Votre fils est seulement bénéficiaire secondaire, répondit Malcolm. Vous avez spécifiquement demandé que Catherine soit administratrice après qu'elle a identifié l'anomalie comptable lors de la vente de votre cabinet. Je m'en souvenais. L'administratrice du cabinet détournait de l'argent. Je l'avais découvert en aidant mes parents avec leurs impôts. J'avais repéré 180 000 € mal attribués, tout documenté, puis discrètement informé Malcolm.
Mon père ne m'avait jamais remercié. Il avait dit que je me mêlais de ceux qui ne me regardaient pas. Mais apparemment, pendant un bref instant, il m'avait fait suffisamment confiance pour me nommer administratrice. Ensuite, il avait complètement oublié. La révélation arriva au moment parfait, environ 23% de la soirée. Je voyais des invités se pencher, des téléphones discrètement levés pour filmer. C'était bien plus divertissant qu'une vente aux enchères caritatives. Nous allons changer cela, déclara ma mère. Malcolm, préparez de nouveaux documents demain. Impossible, répondit Malcolm. La fiducie est irrévocable. C'était précisément le but, retirer les actifs de votre patrimoine imposable. L'autorité de Catherine comme administratrice est absolue, sauf si elle devient incapable ou si elle est condamnée pour crime. Alors nous dissoudrons la fiducie, rugit mon père. Impossible également sans le consentement de l'administratrice. Monsieur, peut-être devrions-nous discuter de cela en privé. Combien a-t-elle volé? Lança ma mère assez fort pour que toute la salle entende. Vérifiez les comptes. Elle a sûrement tout détourné. C'est à ce moment-là que je me suis levée. Les comptes vont très bien, dis-je. Je n'ai jamais pris un centime d'honoraire d'administratrice, même si j'y ai droit à 1% par an. Cela ferait 32 000 € cette année. D'ailleurs, les investissements ont augmenté de 18% depuis 2018 parce que j'ai retiré l'argent des fonds coûteux de votre conseiller financier pour les placer dans des fonds indiciels. Je vous ai fait économiser environ 140 000 € en frais de gestion. Chaque transaction est documentée. Malcolm reçoit des rapports trimestriels. Malcolm hocha la tête. Catherine a été une administratrice exemplaire. Bien meilleure que la plupart des membres de famille dans cette position. Espèce d'ingrate. Commença mon père. J'aimerais récupérer les clés de ma maison, dis-je. Vanessa, tu as 48 heures pour enlever toutes tes affaires. Le visage de ma sœur devint livide. Tu ne peux pas me mettre dehors. Je n'ai nulle part où aller. Tu as une chambre chez maman et papa. Ou dans le centre de bien-être que tu comptes construire avec l'argent imaginaire provenant de la vente de ma maison. C'est alors que ma mère joua sa carte préférée. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons élevé, payé tes études, donné des opportunités. Vous avez payé 4 ans à l'université de Santa Cruz. J'ai payé mon master moi-même. Je travaillais 3 emplois tout en suivant des cours du soir. Tu as dit aux gens que j'avais abandonné mes études. Nous avons dit que tu n'avais pas terminé Stanford, répondit ma mère. Je n'ai jamais été étudiante à Stanford. J'y travaille. La foule était captivée. Plusieurs personnes avaient maintenant leur téléphone sorti. Le directeur du développement de la fondation avait l'air prêt à s'évanouir. Mon père tenta une autre approche. Catherine, ma chérie. Nous pouvons discuter de cela à la maison, en famille. Tu mets ta mère dans l'embarras. Comme lorsque vous avez discuté de vendre ma maison. À quel moment comptiez-vous me prévenir? Avant ou après avoir falsifié ma signature sur le transfert de propriété? Silence. Vous ne l'avez pas encore fait? Demanda Malcolm avec prudence. Nous avons un acheteur intéressé, dit ma mère. Catherine est difficile à joindre. J'ai répondu à chaque appel. Vous vouliez que je signe des documents sans lire toutes ces absurdités juridiques. J'ai refusé. Ce que je ne disais pas, c'est que je documentais tout. Chaque demande. Chaque manipulation. Chaque petite cruauté quotidienne. Depuis 13 ans. J'avais des courriels, des messages vocaux. Mon père m'appelant la déception de la famille le jour de mes 25 ans. Ma mère oubliant de m'inviter à la fête de fiançailles de Vanessa, annulée 3 semaines plus tard. La lettre d'information familiale où ils avaient listé toutes les réussites de Vanessa, puis ajouté. Catherine continue de travailler. Sous leur nom. J'avais la trace de chaque euro qu'ils prétendaient m'avoir donné. Toujours avec des conditions. Toujours utilisé contre moi plus tard. Le cadeau de 12 000 € pour l'apport initial. Les 800 € qu'ils avaient payés pour mon passage aux urgences, mentionnés dans chaque dispute pendant 6 ans. Les chèques d'anniversaire de 200 €, accompagnés de discours sur la responsabilité financière, venant de 2 personnes qui avaient hypothéqué leur maison 4 fois. J'appelais cela mon registre fantôme. Chaque blessure invisible. Datée. Archivée. Catherine, dit mon père, sa voix tombant dans ce calme dangereux. Si tu ne coopères pas, nous contesterons la fiducie. Nous t'attaquerons en justice pour abus envers personnes âgées. J'ai 31 ans. Vous avez 61 et 63 ans. Vous n'êtes pas des personnes âgées. Nous dirons que tu as manipulé Malcolm.
J'avais 25 ans quand vous avez créé la fiducie. Je vivais dans un studio et je mangeais des nouilles instantanées. Je me tournai vers lui. Malcolm, ai-je eu le moindre rôle dans la structure de la fiducie? Aucun, confirma-t-il. Vous n'étiez même pas présente lors de sa rédaction. Puis il ajouta. Docteur Rivière, vous m'avez spécifiquement dit que vous choisissiez Catherine parce qu'elle était la responsable, même si elle n'était pas accomplie. Ce sont vos mots. Le visage de mon père devint violet. J'ai une proposition, dis-je. Vanessa quitte ma maison. Vous arrêtez de dire aux gens que je suis agent d'entretien. Et nous ne reparlons jamais de cette histoire. Et la fiducie, exigea ma mère. Elle reste exactement telle qu'elle. Absolument pas, hurla mon père. Nous allons te déshériter. Vous ne pouvez pas. La fiducie est irrévocable. Vos actifs ont déjà été transférés. Quand vous mourrez, ils seront distribués selon les conditions de la fiducie que moi, en tant qu'administratrice, exécuterai. Vous pouvez m'exclure de votre testament, mais il ne couvrira que les biens hors fiducie. Vu vos habitudes de dépenses, cela représentera environ 40 000 € d'objets personnels. Je vis ma mère faire le calcul. Leur maison, dans la fiducie. Les comptes d'investissement, dans la fiducie. Les assurances-vie, versées à la fiducie. La pension de mon père était protégée des créanciers, mais l'option de paiement en capital. Il l'avait versée dans la fiducie pour des raisons fiscales. Tu avais tout prévu, murmura ma mère. Tu complotais depuis le début. Je n'ai rien prévu. Vous aussi. Il y a 6 ans. Parce que vous vouliez éviter les droits de succession et protéger vos biens contre d'éventuelles poursuites pour faute médicale. Vous m'avez choisi parce que j'étais ennuyeuse, respectueuse des règles et incapable de créer des problèmes. Je haussai légèrement les épaules. Vous aviez raison. La salle était totalement silencieuse. Je voyais les collègues de mon père observer la scène, réfléchir. Combien de fois avait-il vanté sa famille brillante tout en me rabaissant? Combien de personnes ici l'avaient entendu plaisanter sur sa fille ratée? Vanessa se mit à pleurer. S'il te plaît, j'ai besoin de ça. Le centre de bien-être est mon rêve. Tu as eu 6 rêves cette année. Le mois dernier, c'était une marque de mode durable. Avant ça, un réseau de balados. Tu n'as jamais terminé quoi que ce soit. Parce que je n'ai pas de soutien. Maman et papa croient en moi. Ils t'ont donné 180 000 € en 4 ans, dis-je. J'ai les relevés bancaires. Tu es bénéficiaire de la fiducie Vanessa. Quand ils mourront, tu recevras 30% de ce qu'il restera. Mais tu ne vas pas voler ma maison avant ça. Le chiffre la choqua. Elle ne l'avait jamais additionné. Les allocations mensuelles. Les investissements dans ses projets. Les dettes de cartes bancaires que mes parents avaient remboursées. Pendant ce temps-là, moi, je recevais des cartes d'anniversaire et des reproches. Ma mère tenta une dernière manipulation. Si tu fais ça, tu détruiras cette famille. Tout le monde saura quel genre de personne tu es. Égoïste. Exactement ce que nous avons toujours craint. Je regardais la salle. Tout le monde sait déjà quel genre de famille c'est. Je désignais les téléphones. Ils sont en train d'enregistrer. C'était vrai. Au moins 30 téléphones étaient levés. Le lendemain matin, cette scène serait partout. La réputation de la fondation, l'héritage de mon père, tout dépendait de ce qui allait se passer ensuite. Je pris mon sac. 48 heures, Vanessa. Maître Chen, je vous appellerai lundi pour discuter de la révision annuelle de la fiducie. Maman, papa, bonne soirée. Je quittai la salle de bal sous les regards de 240 personnes. Les chuchotements commencèrent avant même que j'atteigne la porte. Les 72 heures suivantes ressemblaient à un thriller juridique. Lundi matin, j'arrivai au cabinet de Malcolm. Il avait invité son associé spécialisé en contentieux, une femme redoutablement efficace nommée Lisa Ortega, experte en conflit de fiducie. Ils vont se battre, dit-elle. Préparez-vous à toutes les manœuvres possibles. Je suis prête. Je leur montrai mon registre fantôme. 13 ans de documentation, conservée sur un disque sécurisé par mot de passe. Chaque message où ils exigeaient de l'argent. Chaque courriel où ils critiquaient ma carrière. Chaque événement familial où j'avais été délibérément exclu ou humilié. Mais surtout, chaque transaction financière. En 2019, ils avaient emprunté 85 000 € à la fiducie pour des frais médicaux urgents. Les documents précisaient que l'argent devait être remboursé dans les 3 ans. Ils ne l'avaient jamais fait. En tant qu'administratrice, j'avais envoyé des rappels polis. Ils les avaient ignorés. Ils avaient aussi utilisé l'argent de la fiducie pour acheter la voiture de Vanessa.
52 000 euros, sans autorisation. C'était un détournement de fonds de fiducie, un problème juridique sérieux. Ils avaient également déclaré que la collection de bijoux de ma mère, estimée à environ 180 000 euros, était sa propriété personnelle. Ce n'était pas vrai. Mon père l'avait transféré dans la fiducie en 2018. L'expertise était dans les dossiers. Vous pourriez déposer une plainte contre eux, dit Lisa. Exiger le remboursement avec intérêt. Pas encore, répondis-je. Laissons-les faire le premier faux pas. Ils ne tardèrent pas. Mercredi après-midi, je reçus une lettre officielle de mise en demeure. Elle affirmait que je les avais manipulés pour créer la fiducie et exigeait ma démission immédiate comme administratrice. Leur avocat était cher et agressif. La lettre menaçait de poursuites pénales pour abus financiers envers personnes âgées, prétendait que je les avais isolés de leurs propres biens et exigeait un audit financier complet à mes frais. Lisa sourit en lisant. Ils viennent de commettre une énorme erreur. Pourquoi ? Parce qu'ils t'accusent de crime. Maintenant, nous pouvons les interroger sous serment, exiger leur dossier financier et exposer chaque transaction douteuse. Ils viennent d'ouvrir la porte. Nous avons répondu officiellement. Je n'ai pas démissionné. Au contraire, j'ai exigé un inventaire complet de tous les actifs de la fiducie, y compris le prêt de 85 000 euros, l'achat de la voiture de Vanessa. J'ai demandé le remboursement immédiat, faute de quoi je déposerai une plainte civile. J'ai également déposé une plainte auprès de la police concernant la tentative de vente de ma maison. Mon père avait falsifié ma signature sur les documents préliminaires. La société chargée du transfert de propriété l'avait repéré. C'est pour cela que la vente n'avait pas encore abouti. Mais la tentative de fraude immobilière restait un crime. La détective qui prit ma déposition s'appelait Sarah Park. Elle avait déjà entendu parler de mon père. Le docteur Rivière, je le connais. Il a retiré la vésicule biliaire de ma mère. L'opération s'est bien passée ? Elle a failli mourir à cause de complications qu'il n'avait pas révélées. Nous avons réglé l'affaire à l'amiable. Elle esquissa un sourire sombre. Je vais m'occuper personnellement de ce dossier. Vendredi, l'avocat de mes parents s'était soudainement fait très discret. Malcolm apprit par le milieu juridique qu'ils avaient menacé de le poursuivre pour faute professionnelle. Son assureur avait examiné le dossier. La réponse avait été simple. Reculer immédiatement. Chaque document était parfait. Chaque décision juridiquement irréprochable. Ils n'avaient aucune affaire solide. Pire encore, ils accumulaient des preuves contre eux-mêmes. Vanessa quitta ma maison le 49e jour. Elle laissa l'endroit dans un état catastrophique. Des trous dans les murs. Du vin renversé sur le tapis. La couverture de ma grand-mère déchirée et jetée à la poubelle. Elle emporta aussi ma télévision, mon ordinateur portable, ma boîte à bijoux. Je documentais tout. Je déposai une nouvelle plainte. La détective Park l'ajouta au dossier. Votre sœur a déjà des mandats d'arrêt dans 2 départements pour des infractions routières impayées, dit-elle. Et elle a fait défaut sur un prêt automobile. Elle marqua une pause. Cette accusation de vol pourrait enfin conduire à son arrestation. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatiguée. Le conflit autour de la fiducie passa en médiation. Mes parents arrivèrent avec leur avocat, leur conseiller financier, Vanessa. Ils avaient préparé une présentation expliquant pourquoi j'étais inapte à gérer la fiducie. Moi, j'étais venue avec Malcolm, Lisa, et un expert comptable judiciaire nommé Robert Kim. Robert présenta son rapport en premier. Il avait audité la fiducie. Chaque centime était justifié. Les investissements avaient surperformé le marché. Les frais administratifs étaient minimes. Il compara ma gestion avec celle de l'ancien conseiller financier. Résultat. J'avais fait économiser 247 000 euros en 6 ans. Puis il présenta leur distribution non autorisée. Le prêt de 85 000 euros, devenu 94 000 euros avec intérêt. La voiture de Vanessa. Le transfert de bijoux qu'ils avaient annulé sans autorisation. Un don de 30 000 euros à leur club privé, effectué au nom de la fiducie et que j'avais signalé comme inapproprié. Total des détournements. 361 000 euros. En tant qu'administratrice, Madame Rivière serait parfaitement en droit d'exiger le remboursement immédiat, expliqua Robert. Elle pourrait également déposer une plainte contre l'ancien conseiller financier pour manquement à son devoir fiduciaire. Il a approuvé plusieurs de ces transactions. Le visage de mon père devint gris. Le conseiller financier s'était déjà distancié de l'affaire.
Le médiateur, un ancien juge nommé Harold Stone, examina les documents. Docteur Rivière, Madame Rivière, votre fille a des motifs solides pour vous poursuivre. Très solides. Vous avez violé à plusieurs reprises les conditions de la fiducie. Vous avez tenté de la frauder personnellement. Et vous avez fait des déclarations diffamatoires qui ont nui à sa réputation professionnelle. Oui, nous avons les enregistrements du gala. Ma mère éclata en sanglots. Elle essaie de voler notre argent.